Le problème de cette équipe de Strasbourg, depuis, on va dire, allez, depuis la reprise, c'est que c'est une équipe qui n'est pas assez méchante aux deux extrémités du terrain. C'est la pire équipe de 2018 au coup d'envoi du match, déjà. C'est une équipe qui n'est pas assez méchante dans sa surface et dans la surface adverse. C'est une équipe qui joue bien. Il y a des super mouvements. Il y a de l'envie. L'équipe se projette. Enfin, je trouve que au milieu de terrain, c'est quand même cohérent. C'est un beau milieu de terrain. Ça joue bien. Il y a de la technique un petit peu à tous les étages. Mais défensivement et offensivement, aux deux extrémités, c'est pas assez méchant. Mais quand j'entends par les entraîneurs, et c'est bien hein, de dire 29 tirs, alors que de l'autre côté... Je crois que c'est le plus gros total à part Paris. Non, mais dire... non, mais c'est pas ça. De dire que les adversaires, ils ont tiré que 6 ou 7 fois. Mais il y a des mises en position bonnes pour tirer, et pas à tirer à chaque fois. Et là, tu comptes les tirs. Parce que tes positions de tir, Jonathan, tu peux l'avoir. Ils ont eu des situations où si t'es méchant, je sais. Mais ils ont failli marquer. Ça, c'est vrai. Ouais. Mais t'es pluraliste, non, mais ce que veut dire Loret, et c'est ce que disent beaucoup d'entraîneurs, c'est plus inquiétant de perdre sans avoir d'occasion que de perdre en ayant. Voilà, lui, il a le fond de jeu, il a les occasions. Voilà, ça. Oui, bien sûr. Sur la phrase, Mathieu. Voilà, je termine. Sur la phrase que tu dis, je suis d'accord avec toi. Mais de regarder les statistiques de frappe 29 tirs contre de l'autre côté que 5 ou situations. Mais si les adversaires, en l'occurrence Monaco, ont des situations 10 fois plus franches et qu'à Strasbourg, c'est pas. Non, mais c'est à Strasbourg, c'est pas aussi franche. Ali, t'as vu le match comme moi. En dehors des 29, t'as vu le match comme moi. les situations qu'ils ont, elles sont franches. Mathieu. Ils les ont. Mais c'est franc aussi. Il y a deux choses en fait dans ce que tu dis et dans cette histoire. La première, c'est que dans le communiqué de l'Olympique Lyonnais, je veux peut-être pas être parano, mais on attaque la liberté de la presse. En quelque sorte. On attaque, je trouve. C'est pas vraiment ça. On attaque la liberté d'avoir une opinion. Non, c'est pas ce qu'ils disent. Ils disent en gros, voilà, depuis quelques temps, vous dites des choses négatives. On aurait bien voulu que vous disiez ça et ça. Oui, mais c'est pas un service marketing, c'est pas un service de com. C'est ce que je te dis. Mais là, ils veulent pas verrouiller la presse. Ils déplorent le fait qu'ils disent pas des choses positives. C'est différent. Il y a un peu de ça. Ouais, c'est clair, mais c'est plus subtil que ça. C'est pas. Oui, mais dans le fond. Oui. Et la deuxième chose, c'est que avant Jean-Michel Aulas, moi, je sais pas, quand il y avait Pape Diouf, les passes d'armes, c'était marrant. Ça faisait le sel un petit peu de la Ligue 1. Ça faisait le sel de ce personnage-là. Si t'es pas supporter de l'Olympique Lyonnais, t'adorais le détester, mais t'adorais l'entendre aussi. Le problème, c'est que c'est Twitter pour lui. Mais on dirait un gamin de 14 ans qui répond au tweet de Kevin du 69, juste. Il n'y a pas que ça. C'est dans le fond de son discours, mais un autre truc qui me choque, et ça veut tout dire par rapport à l'appréhension et l'approche que Jean-Michel Aulas a de Twitter, c'est vous regardez la syntaxe. La syntaxe, elle n'est pas digne d'un président. Et ça veut bien dire qu'il fait ça à l'arrache, comme ça, qu'il réfléchit pas trop et qu'il répond un petit peu à la volée. C'est indigne d'un président de répondre comme ça à la volée aux gens.